Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter un de mes projets qui consiste en fait à construire une station météo en Node avec un Raspberry et un Arduino. Ce sont des choses qui ne sont pas censées communiquer ensemble. Du Node, c'est du JavaScript. Avec un Arduino, on est vraiment dans deux mondes complètement opposés. Et je vous montrer en fait qu'on peut jouer avec tout ça et finalement rendre accessible le monde de l'Internet of Things. On en parle beaucoup aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Et finalement, comment est-ce qu'à partir d'une sonde de température qui est connectée à mon Arduino, eh bien, je vais pouvoir récupérer tout ça depuis un Raspberry et ensuite afficher tous ces éléments-là sur des graphes. Et le tout sans écrire une ligne de C. Il faut savoir que le monde des Arduino, c'est du C qui tourne derrière. Et le C et le développeur des temps modernes, ça fait vraiment deux voire plus. On n'a plus du tout envie d'entendre parler de malloc, de free et tout ce qui gravite autour de ça. Donc l'idée en fait, c'est comment est-ce qu'on peut faire tous ces éléments-là. Donc qui suis-je? Je m'appelle Guillaume Mambré, je travaille chez Zenica à Nantes depuis un petit peu moins d'un an. Aujourd'hui, j'interviens chez mes différents clients pour la mise en place de démarches DevOps. Je suis développeur Java depuis une bonne dizaine d'années et puis là en ce moment je suis en train de jouer avec du Grails. Grails, c'est comment redonner goût à Spring et Hibernate où un certain nombre d'entre nous ne veulent plus du tout en entendre parler et là je trouve vraiment top. Ce sera l'objet d'une autre conf si j'ai la patience de faire ça. Mes hobbies, c'est le do-it-yourself, les Raspberry, les Arduino. Vous avez mon site, mon GitHub et mon GitLab. Et puis ça, c'est un de mes projets aussi où j'ai une webcam dans mon jardin qui filme une mangeoire d'oiseaux. C'est un Raspberry qui est derrière. Il y a du PoE, du Power over Ethernet pour alimenter tout ça. J'ai fait beaucoup de choses. Je me suis vraiment éclaté à faire tout ça et c'est le monde dans lequel j'aime évoluer. La planète do it yourself et surtout la partie Arduino. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que c'est qu'un Arduino? Un Arduino, il faut savoir que c'est un tout petit pros. Un tout petit pros, c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur qui tourne à 16 MHz, donc on doit dire pas grand-chose. En termes de RAM et de flash, on est à des années-lumière de ce qu'on connaît même là-dessus, sur nos téléphones ou autres. On a vraiment très peu de ressources, vous voyez, 32 kg de flash, et on parle bien de kilo-octets. On a également 2,5 kilo-octets de RAM. On va voir qu'avec ça, on fait vraiment pas grand-chose. Et puis surtout, en fait, la force d'Arduino, c'est avoir des entrées-sorties numériques et puis des entrées-sorties analogiques. Côté logiciel, eh bien, il n'y a pas de système d'exploitation sur un Arduino. Il n'y a que notre programme qui tourne dessus. Et que notre programme, ça veut dire que quand mon programme y plante, eh bien, il faut que je redémarre mon Arduino. Alors, redémarrer mon Arduino, c'est juste un bouton, là, un bouton reset pour le relancer, et il redémarre tout de suite. Mais quand je dois gérer des interruptions, alors les interruptions, ça fait belle lurette qu'on ne sait plus ce que c'est dans ce qu'on développe aujourd'hui, hein, mais disons que c'est vraiment quelque chose où on va devoir revenir dans le dur des systèmes. Quand ma plateforme plante ou quand je dois faire du debug, c'est avec ma petite LED que je vais faire clignoter pour savoir est-ce que je suis à tel endroit ou pas. Les débuggers, tout ce qu'on a l'habitude de voir avec un Eclipse, un IntelliJ ou d'autres outils, on peut complètement oublier de la même manière. Ensuite, malheureusement ou heureusement, on n'a pas de blue screen of death. Ça, c'est vraiment le top de cette plateforme-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on entend de plus en plus parler des Arduino? Les Arduino, donc c'est vraiment le monde des microcontrôleurs, c'est très petit. C'est très petit et c'est du matériel, c'est comme si en fait j'allais chez Auchan, j'achetais un ordinateur, mais quand je rentre chez moi, j'ai pas de connexion internet et il n'y a rien installé sur ma machine. Quand j'achète un microcontrôleur, c'est un pros avec de la flash, mais c'est vierge. Et mon PC, lorsque je le déballe de mon carton et que je l'installe, eh bien, je suis au moins content qu'il y ait un Windows. Même si ça me plaît ou pas, c'est une question d'éthique, mais derrière, il y a au moins un minimum d'installé. Un microcontrôleur, il n'y a rien dessus. Et pour programmer un microcontrôleur, il faut un microcontrôleur programmé. Donc là, on est vraiment dans la problématique de la poule et de l'œuf. Comment est-ce que je m'en sors? Bien sûr, on n'a pas attendu les Arduino pour faire ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place avant. Mais la force de cette plateforme, c'est d'avoir intégré sur un même circuit un microcontrôleur de programmation, donc qui est capable, en fait, dans le cas des Arduino, de dialoguer avec de l'USB. Et puis après, ce qu'on va appeler un microcontrôleur de run, celui qui exécute réellement mon programme.
Donc sur des petites plateformes, alors je vais vous montrer une photo tout à l'heure de la plateforme, mais là-dessus, il y a 2 microcontrôleurs, il y a 2 pros. Il n'y en a qu'un seul avec lequel je vais réellement jouer, mais disons, c'est la plateforme, le matériel est conçu de cette manière-là. Ma prise USB que je vais avoir dessus va avoir 2 rôles. On va revenir dessus plus longuement sur ce rôle-là, mais alimentation et communication série. C'est quelque chose qui est vraiment un axe très important et très utile sur ce type de projet. Cette plateforme, on est vraiment dans la mouvance Open Hardware où les schémas électroniques sont entièrement libres, les dimensions de la plateforme sont libres, tout l'ensemble, le SDK est libre, le logiciel est libre, enfin l'IDE pour programmer est libre, le bootloader, l'équivalent de l'UEFI qui se trouve sur mon microcontrôleur de programmation est libre. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans le monde industriel. Qui est nouveau, alors bien sûr, ça a quelques années, la plateforme Arduino, mais malgré tout, par rapport aux industriels, ils ne sont pas habitués à ce que le matériel et les specs soient entièrement disponibles pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière des géants bien installés. En termes de tarifs, on se trouve entre 5 et 30 € en fonction du matériel que l'on veut, donc c'est vraiment quelque chose de très très abordable. Qui dit libre, dit bien sûr fork. On a plein de forks dans tous les sens, alors on va plutôt pas appeler ça des clones, et on va avoir de nombreuses variantes qui vont exister. Donc des variantes avec plus d'entrées-sorties, plus un processeur un petit peu plus gros, un peu plus de RAM, ou alors même il y a la plateforme Galileo d'Intel, qui est un vrai pros Intel, c'est un 486 je crois, enfin une vieille archi mais qui fonctionne, qui a été remis au goût du jour, et qui est compatible Arduino pour fonctionner. Ensuite, bien sûr, comme c'est une licence libre, eh bien, on a des clones rigoureux, par exemple le Fduino, qu'on va trouver là à gauche de l'écran, qui est un clone du modèle officiel des Arduino, d'un Arduino Uno. C'est juste une société allemande qui a repris tous les schémas, toute la chaîne de construction qui est rigoureusement identique, et c'est une plateforme qui va vraiment être compatible avec tout l'univers Arduino traditionnel. On va également trouver d'autres modèles qui sont un peu plus rigolos. Donc là, sur la droite, vous avez cet Arduino qui est rond. Alors c'est une barre de LED qui a tout autour et qui permet ici d'avoir une forme un petit peu différente, un petit peu plus rigolote sur ce type de modèle-là. Mais donc, comme on a quelque chose de libre, eh bien, il y a beaucoup de clones qui se sont créés pour enrichir l'écosystème. Et puis on ne peut pas parler du monde des Arduino sans les shields. Les shields, ce sont en fait des cartes électroniques déjà toutes prêtes, qu'on va enficher sur les modèles d'Arduino les plus courants, et qui vont apporter déjà un câblage déjà tout fait. Typiquement ici on voit tout à droite un écran LCD avec des petits boutons qui vont avec, donc ça on va le prendre, on va le ficher sur notre Arduino Uno et on va déjà avoir le matériel déjà fait, donc pas besoin de faire de soudure ou ce genre de choses pour ceux qui ne seraient pas très fans de ça, et ça permet également de prototyper beaucoup plus rapidement notre projet. On va également avoir des shields de différents types. On a juste en dessous, là, vous en avez un avec des afficheurs LCD, il y en a qui sont capables d'avoir un module de GPS, d'autres avoir un port Ethernet, et le monde des shields est gigantesque. Donc là-dessus, il y a un écosystème qui est très riche pour facilement prototyper son projet avec ce type de plateforme. Alors maintenant, un peu de code. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de présentation, on ne fera pas de C. Si, il en faut quand même un petit peu pour se rendre compte en fait de où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on va arriver. Le code est écrit en C. Dans le monde des Arduino, on appelle ça un sketch. Le Hello World par excellence pour un Arduino, c'est de faire clignoter une LED. Clignoter une LED, c'est assez trivial. Dans l'IDE que l'on va avoir, qui est plutôt simple, on est loin d'un Eclipse ou d'un IntelliJ avec là, une super coloration, on est plus proche du bloc-notes en termes d'assistance. Et néanmoins, on va avoir en fait, par le biais du SDK qui vient avec, 2 méthodes à implémenter. Une méthode setup qui va être exécutée une unique fois, qui va permettre en fait de faire l'initialisation de mon programme. Donc dedans ici, très simplement, sur ce code-là, je vais initialiser la broche numéro 13 et je vais la configurer en tant que pin de sortie. Une pin de sortie, c'est que je vais, moi, d'un point de vue programme, forcer un état qui va m'intéresser. Et ensuite, je vous ai dit, sur un Arduino, il n'y a que nous qui tournons. À la différence d'une machine plutôt comme celle-ci, où il y a plein d'autres systèmes qui s'exécutent dessus,
on est tout seul, et ça veut dire que les boucles infinies, c'est quelque chose qui est autorisé. Alors bien sûr, pour certains, c'est se saigner les bras pour appréhender ce concept-là, mais dans le monde des Arduino, c'est comme ça que ça marche. Donc boucle infinie, c'est le SDK qui nous fournit toute l'API pour ça, qui nous va en fait appeler notre méthode loop dans un bon for ou un while true. Et dedans, ce qu'on fait, j'appelle une première méthode, digital write, pour dire ma pin numéro 13, je lui mets un état haut. Alors un état haut, ça veut dire je lui applique 5 volts à la sortie. J'attends une seconde et ensuite je vais appliquer l'état bas. Donc état haut 5 volts, état bas 0 volts. Donc typiquement j'ai allumé, j'ai éteint ma LED. Et je vais attendre une seconde de plus. Donc là, comme ça boucle à l'infini, ma LED va clignoter. Dans l'API qui nous est fournie par défaut avec le SDK, on va avoir quelque chose qui est riche. Alors, il faut être honnête, hein, riche dans le monde Arduino, c'est très très pauvre par rapport à ce qu'on connaît. Néanmoins, là, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est que le digital write, c'est on est en train de manipuler des registres. On fait des et logiques avec des mots binaires, des choses qu'on a complètement oubliées. Là aussi, ce qu'on va voir comme fonctionnalité, c'est des fonctions de génération de signaux et également de pouvoir accéder à des bus matériels. On va y revenir là juste après. Mais les bus, ce sont en fait des canaux de communication sur lesquels différents composants vont pouvoir s'enregistrer dessus et que je vais pouvoir les requêter pour accéder à leurs caractéristiques. En termes de connexion, un Arduino, donc je l'ai dit un tout petit peu, c'est en USB. En USB, donc on a l'alimentation et la data. La data, ça se passe par le biais d'un port série qui est émulé sur notre bus USB, enfin sur notre port USB. Port série, pourquoi? Parce que c'est super facile à faire. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde, et même aujourd'hui, les fabricants produisent toujours du matériel avec un TTY qui est toujours disponible. C'est facile d'accès, c'est interopérable, quel que soit l'OS qu'on utilise, il y a tous les outils pour se connecter à un port série. Comment est-ce qu'on communique en série avec un Arduino? Eh bien, il y a toute une API pour faire ce boulot-là. Donc, on a côté hôte, on va pouvoir ouvrir un terminal. Donc, en fonction de si on est sous Windows, sous Mac ou sous Linux, différentes commandes qui vont bien, ou alors utiliser l'IDE qui va nous permettre directement d'avoir la petite fenêtre. Et après, côté programme de l'Arduino, utiliser les primitives qui vont bien. Serial Begin 9600, donc là je vais initialiser la vitesse de connexion que je vais avoir avec mon Arduino, donc 9600 bits par seconde que je vais pouvoir transmettre au maximum. Et puis ensuite, dans ma boucle loop de mon programme, je vais pouvoir utiliser les fonctions serial print, et puis derrière je vais pouvoir envoyer toutes les informations que je veux. Donc là, je vous fais une petite copie de l'IDE avec le résultat du programme. Donc on a notre méthode setup, la méthode loop, et là, donc il m'affiche le hello world en permanence sur la sortie. Maintenant qu'on a vu rapidement le monde des Arduino, ce que c'est, on va le mettre en perspective par rapport au Raspberry. Le Raspberry, c'est une plateforme qui est beaucoup plus connue. On connaît tous cet élément-là, et c'est une plateforme qui a été... Les premiers exemplaires ont été vendus en février 2012, et on a dépassé il y a quelques semaines les 10 millions d'unités vendues. Il y a eu 4 ou 5 modèles différents qui ont été écoulés sur le marché. Et la démo que je vous fais là est avec un modèle V2. Un modèle V2, c'est un pros à 900 MHz, c'est un quad-cœur, des familles des ARM, on va revenir dessus, c'est une notion qui est importante, 1 Go de RAM, des USB, un port Ethernet. Alors il faut bien faire attention que le port Ethernet, s'il est juste bridgé sur l'USB, donc si je sollicite beaucoup l'USB, mon port Ethernet va prendre une claque, ou l'inverse. Et puis ensuite, dessus, des GPIO, donc General Purpose Input-Output, donc des ports d'entrée-sortie avec lesquels je peux éventuellement jouer. Et puis de l'HDMI. En termes de tarifs, on est autour de 45 €. Donc là, on est sur du matériel un petit peu plus onéreux, mais qui reste vraiment très très acceptable et très abordable. En termes d'usage d'un Raspberry, on connaît un petit peu plus, c'est l'équivalent d'un mini PC. Pour moi, c'est également le compagnon idéal du bidouilleur en herbe. Ce qu'on va pouvoir faire en fait avec, c'est comme c'est une plateforme qui est vraiment de petite taille, qui a une faible consommation, on va vraiment pouvoir l'embarquer et jouer avec pour faire tout type de projet. Tout type de projet, ça peut très bien être simplement un HTBC, donc planquer derrière la télévision, mettre un Kodi dessus pour avoir joué tous mes flux vidéo de tout ce que j'ai pu récupérer sur le net, piloter des robots. Moi, un de mes projets, c'est faire une mangeoire d'oiseaux, enfin piloter une caméra avec une détection de mouvement sur une mangeoire d'oiseaux, faire des clusters Docker avec. Et il y en a même qui sont en ce moment sur la station spatiale ISS,
en termes d'expérimentation dans un laboratoire pour voir comment est-ce que le matériel de la vie de tous les jours pour nous est en train de vieillir dans l'espace. Est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup d'acheter du matériel extrêmement cher pour faire tourner dans l'espace sur l'ISS plutôt que de prendre du matériel vraiment bas coût que l'on trouve dans l'industrie standard. En termes d'OS et de logiciel sur cette plateforme, donc c'est un Linux qui va tourner dessous. Donc Raspbian, c'est la distribution officielle. C'est un port non officiel d'une Debian avec une déclinaison ARM HF. Donc ARM type de pros, HF hardware float, parce qu'on a un coprocesseur de calcul en unité flottante matérielle. Et puis on a également du Arch. Alors, il existe un port sous Windows. Moi perso, j'ai jamais vu un Raspberry tourner sur Windows. Néanmoins, ça existe. Microsoft essaye de faire de l'œil aux développeurs, mais c'est compliqué. La communauté est très très active. Et aujourd'hui, ce projet, Raspbian, a construit plus de paquets que le projet officiel Debian. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très très moteurs sur ce type de plateforme-là. D'un point de vue matériel, juste pour bien remettre en perspective les caractéristiques matérielles, donc je vous ai dit un Arduino, un pros à 16 MHz, 2 kg de RAM, 32 de flash, par rapport à un Raspberry, où on est déjà un petit peu plus gros. Le MacBook ici, vous voyez, un quad-core à 2 Go 7, alors celui-ci il n'a que 8 Go de RAM, mais c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, on est vraiment sur des dimensions qui sont très différentes entre tous ces matériels-là. Et l'idée en fait de cette diapo, c'est vraiment de vous montrer qu'un Arduino, il n'y a vraiment rien du tout dessus. Et dans ce rien du tout, on peut quand même faire des choses, mais malgré tout, on va avoir quelques limites. Ensuite, on va avoir la consommation qui va jouer sur le projet qu'on va pouvoir réaliser. Un Arduino, eh bien, on va avoir une consommation de 0,1 watts, où on peut le forcer un petit peu plus en descendant. Et quand il est à pleine charge, en burn, on est toujours à pas grand-chose. Par contre, si on fait référence à une tour de gamer, eh bien, la notion d'idle n'existe pas. C'est une machine comme ça ne s'arrête jamais. Et il est tout le temps en train de jouer, et donc on a atteint le millier de watts sans trop de problèmes. Maintenant que je vous ai présenté mes deux plateformes matérielles à proprement parler, on va pouvoir continuer sur la partie sonde de température. Sonde de température, en fait, ça va être un premier élément de ma station de météo. Et pour ça, j'ai choisi une sonde extrêmement connue dans le monde des hobbies de ce type-là, donc la DS18B20. En termes de caractéristiques, c'est une sonde traditionnelle, moins 55 à 125 degrés, et surtout une résolution de 9 à 12 bits. En fonction de la résolution, je vais avoir des temps de mesure qui vont être différents. Plus ma résolution demandée est importante, plus mon temps de mesure va être important. Alors, important, c'est 200 millisecondes, donc c'est pas beaucoup, hein, mais quand je vais avoir beaucoup de sondes de température sur un même bus, je vais avoir des petits problèmes pour faire dialoguer tout le monde. Et la caractéristique principale de cette sonde, ce qui m'intéressait, c'est que je peux la connecter sur un bus OneWire. OneWire, donc c'est un bus où dessus, finalement, on va avoir un seul fil de data. Et bien sûr, après, l'alimentation et la masse. Et même, sur ce bus-là, on ne pourrait utiliser que 2 fils. Chaque composant sur ce bus-là a une adresse, l'équivalent d'une adresse MAC, donc comme on a l'habitude d'avoir en Ethernet, encodé en 64 bits. C'est gravé dans le silicium, ça ne peut pas bouger. On ne peut pas faire du spoof d'adresse MAC ou d'adresse de ce type-là. Et donc, tous mes composants, je vais les connecter en parallèle sur mon bus OneWire. Et après, derrière, mon programme va requêter le bus et va demander qui est là, qui me répond. Et je vais pouvoir m'adresser de manière unique à chaque composant pour leur demander donne-moi ta température ou donne-moi tes caractéristiques, etc. Ça, c'est la caractéristique d'un bus OneWire. En termes de montage, eh bien, on va avoir quelque chose de très très simple. 3 fils, donc en rouge l'alimentation, en noir la masse, et puis en vert la data. Une résistance qui permet de forcer un état haut sur le bus, donc ça c'est juste un artifice un petit artifice électronique, mais donc vraiment pas grand chose, et à partir de là en fait, je vais pouvoir commencer à mesurer une température. Le sketch de lecture, donc le sketch c'est le programme, pour ce type de projet, il n'est pas trivial. Il fait une centaine de lignes. Alors une centaine de lignes dans le monde Arduino, ça consomme 8,5 kg de flash. Et là pour celui-ci, c'est 360 octets de RAM. Je vais vous éviter de vous faire mal aux yeux en vous montrant le programme. On verra un tout petit extrait tout à l'heure, mais ça pique vraiment les yeux en termes d'écriture. Néanmoins, en termes de sortie, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose de très très simple. Donc c'est l'équivalent du Hello World, mais pour une sonde de température. On va avoir l'adresse unique en 64 bits qui va s'afficher.
et puis la data et la température. Donc ici, vous voyez, j'ai 20 degrés qui a été mesuré sur cette sonde-là. À partir de là, en fait, je vais pouvoir commencer à aller plus loin dans mon projet pour essayer cette fois-ci de scaler un petit peu plus dessus. Néanmoins, comme je commence à vous le dire, mon Arduino il a des limites. Les limites, donc très peu de ressources, pas beaucoup de RAM, pas beaucoup de flash, et c'est idéal pour faire des relevés de sonde de température, pour faire un thermostat, pour piloter des drones, pour faire, il y en a même certains qui font des machines Enigma avec ce type de matériel, mais la connectivité avec le monde extérieur, elle est plutôt limitée. Il n'y a pas de port Ethernet sur ce type de modèle. Alors on peut en acheter avec un port Ethernet, bien sûr, mais on est vite limité malgré tout. Dedans, il faut claquer en dur l'IP, il faut claquer en dur toutes les URL qu'on veut faire, donc c'est en termes d'évolutivité, on va vite être limité. Donc, ce que l'on veut, c'est faire quelque chose de plus évolué, on va aller un peu plus loin, et pour ça, eh bien, on se rend compte qu'on va être un petit peu limité. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'Arduino comme un esclave par rapport à une machine hôte. Donc cet esclave eh bien, va répondre à des ordres de ma machine hôte, et dans ce cas-là, eh bien, c'est mon Raspberry qui va ordonner à mon Arduino de recueillir les sondes de température par le biais de mon port série, pour ensuite les agréger dans une base de données par exemple. Donc là, c'est ce que je vais continuer à vous présenter. En termes donc de connectivité, donc je vous ai dit que l'Arduino pouvait se connecter avec une machine par le biais d'un port USB. Donc la communication par ce port USB, on a vu les primitives serial print, eh bien c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire. Côté machine hôte, je vais avoir un programme que je vais développer moi-même, qui va être capable d'envoyer des ordres à mon Arduino. Mon Arduino va traiter cet ordre-là, donc c'est relève-moi les sondes de température, mon Arduino relève les sondes de température et affiche sur la console le relevé de température. Donc mon programme côté machine hôte va parser la sortie et me faire des choses qui vont bien. En termes de documentation, ça foisonne sur le net. En termes d'évolutivité, eh bien là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut que je maintienne à la fois du code en C côté Arduino et à la fois mon programme côté machine hôte. Donc là, ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus délicat et moins pérenne dans le temps. Alors je vous donne un exemple sur mon GitLab de ce type de fonctionnement. J'en ai un qui tourne chez moi, ça fait 2 ans que ça tourne comme ça tourne nickel, il n'y a aucun problème. Par contre, en termes d'évolutivité, c'est un peu plus laborieux. Typiquement, ce que fait ce programme-là, j'ai une invite lorsque je me connecte dessus. Je tape des commandes très basiques. Alors là, sur ce modèle-là, sur cette version-là, j'ai 2 ordres. H pour m'afficher LED, T, quand je tape T, il va m'afficher les températures de toutes les sondes qui sont connectées à l'Arduino. Derrière, j'ai un programme en Perl qui va pouvoir parser la sortie et alimenter une base de données pour faire mon suivi et tout mon agrégat de données qui va avec. Une solution plus évoluée est d'utiliser un protocole binaire d'échange entre mon Arduino et ma machine hôte. On va avoir une transmission qui va être plus fiable. Néanmoins, ça va avoir quelques contreparties. Des choses qui sont plus ou moins bien. Je vais avoir un sketch spécifique côté Arduino. Donc là, en fait, je vais m'appuyer sur des librairies, des projets déjà existants sur le net, que je vais vous montrer là juste après, qui permettent justement d'implémenter un protocole binaire qui permet en fait de fiabiliser les échanges et de les rendre plus faciles. Je vais avoir également des librairies côté machine hôte à utiliser. Et l'intérêt là, c'est de ne pas réinventer la roue. Dans le slide précédent où je vous montrais un protocole d'échange vraiment textuel, là, je peux en fait inventer moi-même mon propre protocole. C'est bien et c'est pas bien. Je m'amuse, mais bon, au bout d'un moment, réinventer la roue, ça devient plutôt fatigant. En termes de simplicité, avec cette solution-là que je vais vous présenter, eh bien, on a quelque chose qui est plutôt simple, ou que j'estime plutôt simple en termes de mise en œuvre, une documentation qui est très très riche, et une évolutivité là qui va vraiment être maximale. Je ne vais avoir plus qu'un élément à maintenir, et en fait, finalement, mon Arduino, je ne vais plus trop m'en soucier. Donc, quels sont les différents composants que je vais ajouter à mon écosystème ? Je vais d'abord utiliser un protocole déjà disponible sur le net qui s'appelle Firmata. Donc c'est une spec avant tout, puis après il y a différentes implémentations en fonction des microcontrôleurs qu'on va utiliser, qui permet en fait de vraiment rendre mon Arduino esclave, et lorsqu'il va démarrer ce sketch-là, en fait, il ne fait plus que attendre des ordres.
Le protocole est très similaire au protocole MIDI. Donc protocole MIDI, c'est ce que certains d'entre vous ont connu lorsqu'on cherchait à connecter des joysticks, par exemple sur des très vieilles cartes son, donc des choses qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, avant même que l'USB naisse. C'est quelque chose alors, qui est encore utilisé, mais sur du matériel très très spécifique, mais dans le monde grand public, on n'utilise plus du tout ça. Néanmoins, les concepts sont repris. C'est une lib, donc là je vous donne l'adresse sur le GitHub, donc libre, open source, et très très bien documenté. Derrière, donc ça me donnait la partie sketch sur mon Arduino. Maintenant, il me faut une librairie cliente pour me connecter à mon Arduino. Pour ça, il en existe plein, en fonction des différents langages. Et là, j'ai choisi de faire un petit peu de Node, et pour ça, il y a une librairie qui s'appelle Johnny5. Donc là, vous avez le logo juste à gauche de l'écran. Et c'est une lib en Node.js qui est capable de communiquer avec ce protocole Firmata pour ensuite exploiter toute la puissance du protocole de mon Arduino et après de faire du Node, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus sexy. Pareil, c'est documenté, c'est libre, très très illustré vraiment au sens graphique, et c'est open source. Donc ce qui va se passer dans mon projet, c'est que je vais utiliser le Raspberry pour exécuter un programme en Node qui va, lui, piloter mon Arduino par le biais de mon port USB, donc par le biais du canal, par le biais de mon bus série qui est sur mon port USB. Et ça me permet de piloter mon Arduino. Johnny5, qu'est-ce que c'est? C'est une API de très haut niveau qui va en fait s'interfacer avec de nombreux composants du marché. Donc nombreux composants sont des choses très basiques, mais on va trouver des servos, des relais, des moteurs pas à pas, des altimètres, des LCD et beaucoup de matériel traditionnel dans le monde du do-it-yourself et qui va également avoir la capacité de se connecter à des bus. Tout à l'heure on en a parlé, I2C, donc ça c'est quelque chose que l'on trouve qui est très répandu sur nos PC pour avoir les sondes de température du PROS par exemple, c'est de l'I2C qui est derrière, ou OneWire, c'est le bus matériel que j'utilise dans le cadre de mon projet. Et le Hello World en Johnny5, eh bien, il est très très simple. Donc le Hello World ici, c'est toujours faire clignoter une LED. Donc mon programme en Node, qui s'exécute alors soit sur mon Raspberry, soit sur ma machine haute, va être plutôt simple. Donc j'ai mon require de mon Johnny5, ensuite je vais initialiser ma board, et après par événement, lorsque ma board est ready, j'initialise une LED sur la pin numéro 13, et après je vais lui dire, avec une API qui va bien, clignote, change d'état toutes les 500 millisecondes. Donc là c'est fini, j'écris plus de C. Et pourtant, c'est toujours mon Arduino qui va bien faire clignoter ma LED. Donc là en fait, on va commencer à avoir un peu plus de possibilités disponibles. On est en Node, donc on peut utiliser tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser traditionnellement. Pour faire un relevé de température, eh bien cette lib m'offre déjà les API qui vont bien pour requêter ce type de matériel-là. Donc là, typiquement, j'initialise un objet thermomètre, je lui dis quel type de contrôleur c'est, donc ça correspond à mon modèle de sonde de température, sur quelle pin elle est connectée, à quelle fréquence je dois être notifié, et puis ensuite j'ai un événement, data, et lorsque je vais être réveillé sur cet événement-là, je récupère directement une température en degrés Celsius. Rappelez-vous, là, j'ai toujours pas écrit une ligne de C. Et si on prend l'équivalent de ce programme-là écrit en Node, écrit en C, eh bien, on va trouver ce genre de petites choses là. Ce qu'on voit tout en bas de la diapo, des décalages de registres, des et logiques, des manipulations de chaînes hexadécimales, et ça pique vraiment beaucoup les yeux pour nous aujourd'hui. Donc d'un côté, j'ai quelque chose, la partie Node va me permettre d'accéder à des fonctionnalités sans avoir à me soucier de la manière dont c'est écrit par en dessous. Et vous voyez même dans mon programme Node, ici, j'ai même pas eu besoin de spécifier la nature du bus matériel que j'utilisais. Il en a déduit tout seul, alors bien sûr je peux le forcer, mais il sait que ce type de sonde, c'est déjà du bus I2C, donc ou du OneWire, pardon. Il y a besoin de communiquer avec lui d'une certaine manière, et bien c'est lui qui le prend en charge pour moi, et j'ai plus besoin de m'en soucier. Donc maintenant que j'ai fait mon relevé de température, j'aimerais en fait pouvoir dessiner des graphiques. Dessiner des graphiques, il y a plein de manières de le faire. Là, je vous propose une solution parmi tant d'autres. Donc,
mes données, je vais les stocker dans une base temporelle, time series, qui s'appelle InfluDB. Donc c'est une base. À chaque fois que je vais lui demander d'enregistrer une donnée, il va rajouter un timestamp précis à la nanoseconde dedans. Et derrière, je vais pouvoir le requêter avec un langage qui est proche du SQL pour récupérer les informations qui vont bien. Ensuite, je vais utiliser Grafana, qui est un outil qui est extrêmement utilisé plutôt dans le monde du monitoring de plateforme, et qui est un outil qui va me permettre de faire des tableaux de bord en requêtant différents types de bases de données comme InfluDB, Graphite ou d'autres encore. Au fur et à mesure des versions, le type de source de données s'enrichit petit à petit. Et la particularité de cette application également, c'est de pouvoir mettre en forme facilement des graphiques et de me faire un rendu graphique vraiment très sexy. Donc c'est une interface qui va être entièrement en JavaScript, donc qui va s'exécuter bien sûr côté navigateur, et je vais pouvoir en fait me balader dedans, faire des zooms pour pouvoir récupérer les informations que je veux. Donc tout ça mis bout à bout, eh bien, je vais pouvoir commencer à avancer dans mon projet. Pour alimenter ma base de données, ma base InfluDB, bien sûr, il y a une API REST qui est exposée, et je vais pouvoir l'appeler depuis mon application Node. Donc pour ça, eh bien, les données injectées sont très simples, c'est du format série, ma value, enfin série avec ma valeur, et puis un timestamp optionnel derrière. Donc en termes d'écriture de code de JS, ce que je vais avoir, c'est quelque chose de, vous voyez, il y a 6 lignes de code qui se battent en duel, mon require traditionnel, l'initialisation de mon client en fonction de la machine sur laquelle ça va s'exécuter, et ensuite mon client, ma méthode writePoint dessus, avec la série que je veux alimenter et tout simplement la donnée que je veux derrière. Et à partir de là, en fait, ça va me permettre d'enregistrer facilement toutes mes données. Donc finalement, mon programme complet, pour faire mon relevé de sonde de température et alimenter ma base, eh bien, il tient sur ce slide. Donc j'ai deux requires à faire. Initialiser mon client InfluDB, initialiser ma board Arduino, et ensuite, en fonction des événements que je vais avoir, donc lorsque ma board est ready, j'initialise ma sonde de température, je lui dis sur quel port matériel au niveau de mon Arduino je me trouve, à quelle fréquence je dois me faire réveiller, et après, à chaque fois que j'ai un événement data sur mon thermomètre qui va être notifié, eh bien, je vais faire un appel REST sur ma base de données Influ. Et là, à partir de là, ça me permet toutes les secondes d'écrire sur ma base InfluDB le relevé de sonde de température qui provient de mon Arduino. Donc mon Arduino, j'en ai un qui est juste là, ma sonde de température est juste à côté, mais ma sonde de température avec ce type de bus, ce type de matériel, elle peut être jusqu'à une centaine de mètres de ma plateforme. Donc je peux avoir des fils qui se baladent dans toute ma maison pour faire à peu près ce que je veux en termes de monitoring de température. Côté rendu graphique, donc c'est Grafana qui me fait ce boulot-là. Donc ici, 2 petites copies d'écran sur la manière dont on va pouvoir configurer l'outil. Donc il y a les écrans qui vont bien, qui permettent de faire ça. Sur la droite, vous avez la partie configuration de la source de données. Donc c'est une source InfluDB. Après, je dis en URL où se trouve mon serveur InfluDB. Et après, sur la gauche, comment est-ce que je construis mes données. Comment est-ce que derrière il va requêter les données, à quelle fréquence il doit les récupérer, comment est-ce qu'il doit grouper les données et tout ça. Donc pour ça c'est du clic, c'est trivial à faire et derrière ça me permet de construire un rendu qui est plutôt riche, assez rapidement. Là on a vu la partie logicielle, maintenant d'un point de vue matériel, alors le matériel que juste à côté de moi, là vous en avez une photo, donc tout à droite se trouve un Arduino micro, donc c'est un Arduino qui a une forme qui permet d'être facilement affichable sur des platines d'essai, des platines de prototypage. 3 fils comme je vous l'ai dit. On va retrouver le fil rouge qui va permettre de faire l'alimentation, mon fil gris qui me permet de faire la masse, mon fil vert qui fait une sorte de L à l'envers qui revient jusqu'au petit point noir que vous avez tout en bas à droite, qui est ma sonde de température. Ensuite, est connecté en USB à mon Arduino, à mon Raspberry, donc par le biais du fil orange. Et après, mon Raspberry derrière, c'est une connectivité réseau traditionnelle. Alors bien sûr,
dans ma philosophie, je ne peux pas vous parler de Raspberry sans vous parler de Docker 3 petites secondes. Partie Grafana et InfluDB donc sont déployés sous forme de conteneurs Docker. Il y a juste une petite vigilance. Aujourd'hui, Docker et Raspberry, ils sont plutôt copains. Il y a une vigilance à avoir néanmoins, c'est que la plupart des images que l'on trouve sur le Docker Hub ne sont pas compatibles Raspberry. Parce que la nature du pros, c'est pas le même. Sur ces petites machines, on a du Intel. Sur du Raspberry, c'est des ARM. Alors Intel x86 plutôt, pardon. Raspberry, c'est un processeur ARM. C'est comme si en fait on mettait du diesel dans un moteur essence. Ça marche pas très très bien. Donc là en fait, il faut vraiment avoir l'effort de reconstruire ces images pour avoir quelque chose de fonctionnel si on veut récupérer si on veut utiliser des images déjà toutes faites sur le net. Il faut bien les reconstruire. Juste après la démo, donc là, je vais vous faire la démo, et ensuite comment est-ce qu'on peut aller plus loin sur cette première version de station météo. Donc là on a mis une sonde de température, après derrière je peux avoir une DHT11 ou DHT22 qui est un capteur de mesure d'humidité et de température, donc qui me permet d'avoir des valeurs sur l'hygrométrie de l'air, capteur de pression pour avoir bien sûr la pression atmosphérique, et après je peux aller toujours plus loin bien sûr, capteur d'humidité du sol, un anémomètre pour le vent, etc. Donc ça permet vraiment cette fois-ci d'enrichir mon écosystème. Donc là je vous donne juste la base pour une sonde de température, mais c'est aussi trivial pour rajouter la suite des composants. Donc en termes de démo, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, je suis connecté en SSH sur mon Raspberry et le programme que j'ai, donc je l'ai nommé DS18B20JS. Donc si on regarde le contenu du programme, c'est celui que je vous ai montré il y a quelques secondes là, sur la slide. Donc mes requires qui vont bien, etc. Dessus, là, c'est vraiment aussi simple que ça. Alors, si tout se passe bien, je fais mon node DS18B20. Là, ce qui va se passer, c'est que la librairie Johnny5 qui est en dessous va scanner les différents ports USB qui sont connectés à la machine, regarder tous ceux qui sont de nature type série, et ensuite requêter mon Arduino pour lui demander « fais-moi un relevé de sonde de température ». Donc là, il me dit qu'il fait 22 degrés. 22, 23 degrés. Alors là, je mets mon doigt sur la sonde de température. Il est censé en fait augmenter. Bon, censé. Si on souffle dessus, et des fois, il est un peu plus réactif. Voilà, vous voyez, 24 degrés, et puis il va légèrement augmenter, et puis après, il va redescendre. Ensuite, donc là, ça c'est mon relevé de sonde de température, et dans mon programme, eh bien, ce que j'avais, c'était la partie Grafana. Grafana, donc c'est mon outil qui va me permettre de dessiner mon graphe de température. Alors, Grafana, lorsqu'on a des données déjà toutes peuplées, il va nous sortir... Ouh, le fichage est un petit peu tronqué, mais... On va pouvoir se balader dans les données, zoomer, dézoomer. Donc là, en fait, je lui demande de m'afficher des données du 7 septembre au 21 septembre. Je peux zoomer dessus pour commencer à avoir des valeurs plus correctes, etc. Et je vais avoir la possibilité donc de faire plusieurs graphiques, de combiner des graphiques sur un même dashboard. J'ai quelque chose de très versatile en fait en termes de comportement. Donc ça, c'est des données qui sont plutôt vieilles par rapport à cette démo-là. Et maintenant, normalement, là, on doit avoir le live de ce qui se passe. Alors, ok, ça marche super bien. Donc là, on aurait dû avoir un trait horizontal bleu pour nous donner la valeur actuelle. C'est étonnant parce qu'il me donne quand même les 25 degrés qu'on avait tout à l'heure. Et bon, on aurait dû le voir en fait. On aurait dû voir un graphique plutôt plat correspondant à la température depuis le début de la démo, puis après un pic au moment où j'ai soufflé dessus et qui redescendait derrière. Là, j'ai le droit à l'effet démo. Néanmoins, en fait, c'est ce qui aurait dû se passer. Donc voilà, j'en ai fini pour cette démo. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange là-dessus, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour votre attention.
Alors là, tu as une question? Ah oui? Ah, tu me sauves alors, si c'est ça. Là, je lui demande de m'afficher les 5 dernières minutes. On est le 21, je crois, c'est ça aujourd'hui? Tu as raison. Néanmoins, en fait, comme il n'a pas de données, il est probable qu'il affiche tout et n'importe quoi. Mais là, je lui demande bien, en fait, normalement, de me donner les quelques dernières minutes d'affichage. Là, les last 5, toutes les 5 secondes. Ouais. Bon. Bon, il veut pas, là. Là, décidément, il veut pas. D'autres questions? Oui. Comment on installe Firmata sur l'Arduino? Eh bien, c'est comme le sketch Lowered que je vous ai montré tout à l'heure. Ça se présente vraiment comme un sketch, juste qu'on va le télécharger, en fait, on va télécharger ce programme déjà tout fait. On va passer par l'IDE de l'Arduino. Alors, l'IDE, il est plutôt trivial. On va charger le programme dessus et puis après lui demander de l'uploader dessus. Donc là, vous voyez, là, je l'ai préchargé. Et derrière, là, en fait, j'ai les petits boutons qui vont bien, qui permettent de faire la compile, puis l'upload sur l'Arduino. Et derrière, mon sketch va être uploadé sans problème. Donc là, ça me permet d'installer Firmata sur l'Arduino. Version Docker que j'ai utilisée sur le Raspberry, c'est un 1.12, je crois. 1.12. Donc autant côté client que côté serveur. Tu vois, c'est écrit Linux ARM, donc on est bien sur le Raspberry là et tous mes conteneurs tournent bien dessus. Si je fais un petit Docker PS, on voit bien Grafana et InfluDB qui tourne. Oui, il y a une question tout en haut. Il me semble que le Raspberry Pi a des entrées-sorties. Tout à fait. Pourquoi ne pas utiliser directement les entrées-sorties? Parce qu'on peut jouer comme ça. Tu as entièrement raison, on peut le faire. Quelle serait la difficulté, à la rigueur? Est-ce que c'est plus difficile à partir du Raspberry Pi ou plus simple? Alors, la librairie que j'ai utilisée, Johnny5, elle est plutôt magique. Il est capable d'utiliser le Raspberry, les GPIO du Raspberry également. Donc en fait, là ce que je vous ai montré, c'est avec un Arduino au Raspberry parce que j'avais envie de jouer de cette manière-là. Moi j'aurais pu directement brancher la sonde de température sur les GPIO du Raspberry. Alors juste pour ceux qui sont un tout petit peu moins familiers avec ce que c'est que les GPIO, c'est la rangée de connecteurs que l'on va trouver verticalement sur le Raspberry. Donc des pins qui sont disponibles sur lesquels je vais pouvoir me connecter dessus. Et ça, je pourrais le faire sans difficulté par rapport à ce que je vous ai montré là. Johnny5 directement, donc pas de Firmata ou ce genre de choses. Et c'est directement mon programme Node qui va requêter les GPIO du Raspberry pour alimenter ce que je veux derrière. Oui. Alors, la spec officielle dit qu'on peut... Donc la distance entre le capteur et l'Arduino. La spec officielle, c'est jusqu'à 100 mètres. Il faut avoir des fils d'une super qualité pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Chez moi, j'ai en fait 20 mètres entre mon Arduino et mes sondes de température. Et ça fonctionne sans aucun problème. Parce que j'ai peu de composants, j'ai peu de sondes de température. J'ai 2 sondes de température sur ce câble-là. Il y a peu de parasites à cet endroit-là. Donc ça passe sans problème. On peut faire plus loin. Il va y avoir des perturbations électromagnétiques qui vont se faire sur le câble et donc des ratés en termes de lecture qui vont arriver. Oui. Non, pas dans le cadre de ce projet-là. C'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard et j'ai pas eu l'occasion d'aller dans ce sens-là. Très bien. En tout cas, merci pour votre attention. Et si vous voulez qu'on continue à échanger, je serai juste derrière, là encore, pendant quelques minutes. Merci à tous.